Amis téléspectateurs de Mourchid TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous comme tous les samedis Actupo, donc dans ce 73e numéro. L'émission qui passe donc au peigne fin toutes les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, pour revenir donc sur les faits saillants de l'actualité, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau professeur Moussa Baldé. Il est le coordonnateur du réseau des universitaires de l'APR. Il est également le président du conseil départemental de Kolda, par ailleurs directeur général de la Sodagri. Professeur, merci de nous faire cet insigne honneur. C'est moi qui vous remercie et je dis bonsoir à vous et à vos téléspectateurs et bonsoir à mon co-débatteur, M. Sonko. Monsieur Sonko, lui, il est le président de PASTEF, les Patriotes. Il est également inspecteur principal des impôts et domaines. Inspecteur Sonko, merci de nous faire cet insigne honneur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. J'en profite également pour saluer vos téléspectateurs qui suivent cette émission-là et souhaiter que ce soit un débat animé, équilibré pour l'éclairage de l'opinion publique. J'en profite également pour adresser mon bonjour à M. Baldé, le co-débatteur du jour. D'accord. Alors tout d'abord, les coupures d'eau dans Dakar et sa banlieue, les populations ont vécu ce week-end un véritable calvaire. Comment l'avez-vous vécu cette pénurie d'eau, M. Baldé? Merci. Je l'ai vécu comme tous les Sénégalais. Donc une coupure d'eau ou une coupure d'électricité, c'est jamais agréable. Et je pense que nous l'avons tous vécu de la même manière. C'est regrettable. Il faut travailler pour que ça n'arrive plus. Et je pense que le président de la République a donné quand même des instructions claires au gouvernement pour que ce genre de situation ne nous arrive pas le plus souvent. Mais c'est déjà arrivé que le président donne des instructions qui n'ont pas été du tout suivies. On voit que c'est devenu maintenant récurrent, ces coupures d'eau. Récurrent, ce n'est pas le terme, à mon avis, que j'utiliserai. Vous savez, au Sénégal, on peut dire que le problème de l'énergie, c'est quelque chose qui vraiment date depuis 10 ans. On a eu des manifestations contre les coupures d'électricité avant 2012. Il faut noter que depuis 2012, la situation s'est nettement améliorée. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire ça. La situation s'est nettement améliorée. Il y a des incidents qu'il faut corriger. Il faut travailler à stabiliser le réseau de façon durable. Je pense que les organes compétents sont en train de travailler sur ça. Et je ne doute pas que la dernière instruction du président de la République sera respectée. D'accord. Merci, M. Sonko. M. Sonko? Oui, je commencerai par là où M. Baldé a terminé. Oui. C'est de constater une amélioration, effectivement, sur la distribution d'énergie et d'eau dans ce pays depuis quelque temps. Il aurait fallu simplement ajouter que quand même, ce n'est pas le fruit d'un travail qui aurait été extrêmement spontané du nouveau régime qui arrive en 2012 et immédiatement, évidemment, il y a une amélioration. Il faut reconnaître à l'ancien régime, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, d'avoir entamé, initié un certain nombre d'investissements assez stratégiques, notamment dans le cadre du fameux plan TACAL, et dont beaucoup de réalisations font l'objet d'inauguration depuis quelque temps d'ailleurs par le régime en place. Et c'est ça qui nous a valu, en tout cas sur le domaine de l'énergie, une nette amélioration. Maintenant, sur la question des coupures, je crois que d'abord... Comment les avez-vous vécues? Oui, comme tous les Sénégalais, ce n'est pas agréable. C'est tout à fait désagréable d'être privé d'eau, d'électricité, particulièrement d'eau pendant ne serait-ce qu'une heure, a fortiori des heures et des heures. Mais ma première réaction, ça a été de rester calme, positif, parce que nous sommes dans un pays difficile, sous-développé, au moins assez limité, où des efforts sont en place. Quand il y a une situation qui se présente comme ça, ma première réaction, c'est d'attendre de voir est-ce que ça va être une situation pérenne, répétitive, comme ça a été le cas dans le passé. Parce que des incidents peuvent intervenir à tout moment. Ça a été ma première réaction. Et apparemment, depuis quelque temps,
sur la question de l'eau, en tout cas, il y a un rétablissement, mais sur la question de l'énergie, de l'électricité, les coupures continuent. Mais au-delà de ça, ma préoccupation, c'est la communication quand il y a ce genre de situation. Je crois que nous devons avoir des gouvernements de plus en plus extrêmement proches du peuple, préoccupés par la situation du peuple et qui communiquent. Parce que nous ne sommes pas des techniciens. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer sur les raisons techniques de ces incidents-là. Mais ce que je peux déplorer par contre, en tant que citoyen, c'est d'être privé de ressources aussi indispensables pendant une certaine durée, sans avoir une communication pour nous dire quel est le problème exactement. C'est 2 jours plus tard que je lis dans la presse d'ailleurs, que le DG de la Sénélec disait que eux-mêmes étaient en train de chercher, c'était inexplicable. Et 24 heures plus tard, on nous dit que c'est lié à l'humidité. Donc c'est ça le problème, la question de la communication. Le peuple a droit à un minimum de communication quand ces questions-là se posent. La deuxième chose, c'est l'absence de l'autorité, des autorités. Le président Macky Sall, la seule réaction que j'ai, moi, pu entendre à travers la presse, c'est une réaction d'énervement. Comme une boutade qui dirait que c'est inadmissible que ce genre de situation se présente. Alors, c'est ces questions-là qui irritent, qui posent problème, parce que quand on a été investi d'une mission de service public et que le peuple vous donne tout ce qu'il avait, se délaisse d'une partie de son patrimoine, paye ses impôts, vous donne des moyens pour que vous puissiez lui assurer un minimum, c'est en réalité de communiquer et d'être présent auprès des populations pour que les gens sachent de quoi il est question. Et c'est ça qui a manqué dans ce genre de situation. L'eau semble être revenue. Peut-être qu'il y a des quartiers de Dakar encore, mais là où j'habite, l'eau a été rétablie. Mais sur la question de l'électricité, depuis lors, c'est des coupures intempestives avec toutes les conséquences sur malheureusement le matériel électroménager. D'accord. Monsieur Baldé, Monsieur Sonko a évoqué le problème de communication qui se pose. Oui, bon, avant tout d'abord, je dois réagir un peu parce qu'il a l'air de dire qu'effectivement, s'il y a eu amélioration, c'est en grande partie grâce à nos prédécesseurs. Moi, je ne suis pas nihiliste. C'est vrai qu'il y avait des plans, mais je pense que la volonté qui a été mise, la rigueur qui a été mise dans le travail, la méthode qui est en place pour vraiment faire de la question de l'énergie une question centrale du plan Sénégal émergent, de façon générale, a permis en tout cas au gouvernement successif du président Macky Sall de faire en sorte que le problème de l'électricité ne soit plus un problème vraiment de tous les jours des Sénégalais. On se rappelle bien que vers 2008, quand on rentrait à la maison, on était surpris si on trouvait de l'électricité. Je pense qu'on a dépassé ce stade. Et maintenant, il faut aussi voir le problème de façon globale. Comme je vous ai dit, l'énergie, c'est un des piliers du plan Sénégal émergent. J'ai eu la chance de participer à un CRD dans mon département il y a quelques jours avec le ministre de l'Énergie qui a décliné son plan global pour l'ensemble du Sénégal et pour la région de Kolda qui nous concernait ce jour-là. Et je crois qu'il y a un plan cohérent dont l'horizon est 2017 pour qu'au Sénégal, on puisse en tout cas jouir de l'énergie, que ce soit à domicile ou dans nos entreprises, partout au Sénégal. Parce que ça aussi, c'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de commodités qui sont concentrées dans les grandes villes du Sénégal et qui ne sont pas accessibles à mes parents de Médina Yoro Foulah ou de Vélingara. Et quand j'ai regardé la carte actuelle de l'électricité, de la répartition géographique, ils ont une façon de calculer, c'est le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité par sur 100. Et par exemple, Médina Yoro Foulah, on était à moins de 10. Et ce programme, à la fin, en 2017, ce qu'il projette, c'est que Médina Yoro Foulah, par exemple, sera à 70 sur 100. Donc, presque au même niveau que Dakar. Je crois que ça dénote de la volonté du président Macky Sall de faire du Sénégal un seul Sénégal. C'est-à-dire d'avoir un développement homogène, un développement qui concerne l'ensemble des Sénégalais. On fait des efforts pour Dakar parce que c'est notre capitale et c'est là où il y a le plus grand nombre de concentrations, bien sûr. Mais il faudra aussi faire en sorte que ceux qui sont à Kolda, à Pata, puissent bénéficier des mêmes commodités. Je crois que ce plan-là, en tout cas que moi j'ai vu, c'est un plan cohérent
qui nous permettra d'ici 2 ans d'être en tout cas dans les normes, ou en tout cas le standard international. En tout cas, le président de la République pense que tout cela est trop facile. C'est comme a dit M. Sonko, il s'est énervé. Il a dit vraiment que c'était trop, que vraiment des mesures devraient être prises pour régler une bonne fois pour tous ces problèmes. Oui, bah, vous savez, le président, il a beau être président de la République, c'est un être humain. Hein. Donc, on peut comprendre qu'il soit agacé face à cette situation ce jour-là. Effectivement, des fois, peut-être, il manque on a un problème de communication. Il faut que quand il y a un problème, les autorités compétentes doivent être, bien sûr, en mesure de communiquer pour calmer les gens, pour montrer que voilà, c'est un incident où il se passe ceci ou cela. Hormis le problème de communication, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'application? Vraiment, la rigueur n'est pas appliquée. Et c'est là où je pense que le discours du président est important. Ce qu'il a dit, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même permettre à une société nationale ou à une entreprise qui gère des secteurs aussi importants que l'eau, l'électricité, d'avoir, par exemple, une communication qui ne soit pas, qui soit un peu faillible. Donc, je pense que son instruction est claire. Quand on gère un domaine aussi important que la distribution de l'eau à Dakar, que la distribution de l'énergie, on doit être dans une situation, en tout cas, de pouvoir d'abord faire le service correctement, ou à défaut, en tout cas, d'avoir des arguments clairs, sûrs, pour que la population sache que s'il y a eu ce problème, c'est parce que techniquement, il y a eu quelque part quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter. Par exemple, l'accident de Kermou-Marsar, c'est regrettable, mais ça peut arriver. Des blackouts, on en a connu même à New York. Mais une société, en tout cas, d'une telle envergure, doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que de voir les problèmes en amont et d'essayer d'intervenir avant que la situation, par exemple, n'arrive à un certain niveau. Je pense que les instructions du chef de l'État sont claires. Il y aura avant cette coupure et après. Oui. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les gens sont avertis, et pas seulement eux, hein, dans tous les domaines, que quand on gère un secteur stratégique, on doit se donner les moyens de faire la fourniture correctement. Voilà. D'accord. M. Sonko, sur les mesures alternatives à prendre, comme a dit le chef de l'État, pour que pareille situation ne se reproduise? Oui, d'abord, vous me permettrez de lancer une petite... Parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement dans les mots, il faut que ça soit effectif. Oui, mais c'est ce que je dis, ça me permettait de lancer une petite pique à mon Goro Baldé, en disant simplement que le président de la République est un être humain, mais il n'est pas n'importe lequel des Sénégalais, et que sa méthode de gouvernance basée sur l'énervement, parce qu'on n'est pas à un cas près, l'énervement et surtout une volonté tout le temps d'être dans une posture de confrontation avec tous les secteurs, tantôt c'est les fonctionnaires, tantôt c'est les... Ne me paraît pas être la meilleure. Ce qu'on attend d'un homme d'État à ce niveau-là, c'est de rassurer par une communication posée et sereine. Les gens ont besoin de savoir ce qui ne va pas, simplement. Alors, ceci dit, moi, je suis un peu étonné. Et j'ai dit, je ne peux pas me prononcer. On ne nous a pas dit que c'est un accident à Kermou-Marsar cette fois-ci. Jusqu'à présent, je ne peux pas, moi, dire, voilà la raison. Peut-être que je n'ai pas très bien suivi l'actualité, mais je n'ai pas eu d'explication sur le motif pour ce qui concerne la distribution d'eau. Pour ce qui est de l'électricité, je suis un peu surpris parce que le Premier ministre actuel, lors de sa déclaration de politique générale, avait avancé avec tous les investissements qui ont été faits, dont un seul concerne, je crois, leur gouvernement, c'est celui de Mboro, la centrale de Mboro. Pour tout le reste, c'est des investissements qui avaient démarré avec l'ancien régime. Et il avait avancé le chiffre de 1070 mégawatts, un potentiel. Or, le Sénégal ne peut même pas consommer 800. Donc, techniquement, si je m'en réfère aux chiffres qui ont été donnés, on a une capacité en termes de production d'énergie. Est-ce que c'est les installations? Est-ce que c'est le réseau de distribution, etc., etc. Vraiment, c'est là où il y a le bas blesse. Maintenant, après, moi, je dis, un gouvernement, il prévoit, il gère par anticipation. Et quand on a consenti autant d'investissements sur des secteurs comme l'énergie et même comme la distribution d'eau, on ne peut pas être dans une posture, dans une situation où des cadres de ce genre interviennent sans pouvoir avoir d'explication. Ailleurs, en tout cas, ça aurait suscité
un soulèvement populaire, ou alors que l'autorité publique aurait dû même prendre des mesures et sanctionner si c'est des défaillances humaines. Qu'est-ce qui empêche les concernés de s'expliquer devant mais justement, ça, c'est beaucoup plus profond. C'est dans la méthode de gouvernance. Nous avons des gouvernants qui sont très prompts à s'expliquer face à l'extérieur, face aux bailleurs, face à la communauté internationale, mais qui snobent royalement leur propre population. Il y a tellement de choses qui se passent et qui auraient nécessité. Je donne un exemple très simple. Tout le débat qu'il y a eu sur l'affaire ArcelorMittal, mais un gouvernement conséquent aurait dû communiquer, s'adresser au peuple pour donner des explications. Parce qu'il était question de milliards de francs CFA du peuple sénégalais. Et jusqu'à présent, vous n'avez eu aucune explication crédible. Tout ce qui s'est passé sur la question du pétrole avec l'affaire Petrotim. Dans un pays normal, le gouvernement, et le premier d'entre eux d'ailleurs, aurait dû se livrer à un exercice d'explication avec son peuple qu'il a élu. Mais nous avons des gouvernants qui ne donnent aucune importance, aucun respect à leur peuple. Mais ils sont très prompts à s'expliquer vis-à-vis de l'étranger. Mais le ministre de l'Énergie avait fait une sortie par rapport à ça. Par rapport à quelle question sur la question de Petrotim. Oui, non, le ministre de l'Énergie a fait une sortie sur la question plutôt de ArcelorMittal avec un argument qui ne tenait pas, qui a été démonté immédiatement. Et depuis lors, on n'explique pas. Les 75 milliards ne sont pas inscrits dans le budget. Il y a eu presque usage de faux par rapport à cette question-là. Mais je pense que dans ce genre de situation-là, et vous voyez, quand c'est la communauté internationale, vous avez vu la réaction du ministre de la Justice, parce que l'ONU, une commission de l'ONU a fait un rapport pour dire que le procès de Karim Wade n'avait pas respecté les règles minimales en matière de droits de l'homme. Et immédiatement, c'est toute une république qui se réunit pour produire un mémoire, pour donner des explications, répondre. Mais le peuple qui les a élus ne mérite pas ces mêmes explications. Et ça, c'est un mode de gouvernement qui doit prendre fin. Vous allez en France régulièrement, quand des questions sont suscitées, le président de la République fait une adresse à la nation ou une conférence de presse restreinte pour s'expliquer. Vous allez aux États-Unis, vous retrouverez cela. Mais nos gouvernements ne s'adressent au peuple que lors des échéances électorales et encore avec la manière qu'on connaît. Moi, je dis que dans cette situation-là, si, évidemment, des fautes ont été commises, ce qu'on attend d'un président de la République, ce n'est pas un emportement, c'est des sanctions, et c'est une explication, que le peuple sache qu'est-ce qui se passe. Oui. Et ça nous permet, à l'avenir, de pouvoir comprendre mieux lorsque de pareilles situations se reproduiront. D'accord. Professeur Baldé? Oui, je dois d'abord dire à M. Sonko quand même que le président Macky Sall, au moins, il est reconnu au Sénégal par tous les citoyens du pays, que c'est quelqu'un de calme. Je pense que dans la classe politique sénégalaise, s'il y a vraiment quelqu'un de calme, qui sait se tenir, qui vraiment a vraiment la prestance d'un homme d'État, c'est le président Macky Sall. Je pense qu'il n'y a pas à discuter là-dedans. Et justement, il disait qu'il ne connaissait pas pourquoi il y a eu le problème avec l'eau. Ben, l'agacement du président est venu du fait que, apparemment, c'est les problèmes d'électricité qui ont impacté la distribution d'eau. Oui. Et il a dit clairement que une société comme la SONES ou la SDE doit pouvoir être indépendante de la Sénélec pour distribuer l'eau. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il fallait dire, il l'a dit, et c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être fait. M. Sonko, quand même aussi, a la mémoire courte. Moi, je me rappelle que le Premier ministre du Sénégal a fait une conférence de presse de je ne sais de combien de minutes pour s'expliquer sur les problèmes d'ArcelorMittal et sur Petrotim, etc. Le Premier ministre du Sénégal, le responsable du gouvernement, il a fait une conférence de presse, il est allé, je pense, à l'Assemblée nationale. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas dire qu'on n'a pas communiqué sur ces sujets-là. Une communication a été organisée au plus haut niveau, puisque c'est le Premier ministre même qui est monté au créneau pour expliquer aux Sénégalais. Le président Macky Sall, il dit, ouais, les gouvernants, ils ne communiquent pas. Mais le président Macky Sall, il a fait des tournées, je pense qu'il a fait 3 tournées économiques. Une à la vallée du fleuve Sénégal, une dans toute la Casamance et une au centre du Sénégal. Aller à la rencontre des populations qui l'ont élu, et on ne peut pas dire qu'on est en campagne électorale. D'ailleurs, l'opposition lui reproche souvent ça en disant que oui, il est allé faire de la campagne électorale. Donc, de ce point de vue, vous savez, j'étais à Kolda à la veille de l'arrivée du président de la République. Je disais à mon oncle que j'étais venu parce que le président de la République du Sénégal devait venir à Kolda. Il m'a dit, c'est déjà l'élection. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas l'élection. Parce qu'il n'imagine pas que le président puisse venir à Kolda sans qu'il y ait une élection présidentielle. C'est la première fois
que le président, je pense que c'est là. En 2013, il a fait un conseil des ministres décentralisé en Kolda, et cette année, au mois de février, il était là-bas. Je pense qu'en matière de communication, le président Macky Sall, vraiment, il est en train de donner le bon exemple et n'a de leçon à recevoir de personne. Pas plus tard qu'hier, j'ai accompagné le ministre de l'Agriculture sur une émission d'une télé de la place, une chaîne de la place, oui, pour ne pas la nommer, oui, pour une émission où il a expliqué pendant 1 heure les projets du ministère de l'Agriculture. Je pense qu'on peut dire qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur les arguments, mais on n'a pas de problème de communication. Et je pense que le président Macky Sall, avec les tournées économiques qu'il a faites, a montré tout le respect qu'il a pour l'électorat sénégalais et tous les électeurs, c'est-à-dire y compris celui de Point E et celui de Saré Wandifa ou de Massara au niveau de Kolda. M. Sonko est également revenu sur, quelque peu sur l'affaire de la traque des biens mal acquis en parlant de l'affaire Karim Wade. Semblerait-il que le président, en tout cas, prend le contre-pied de ce qui tablait la fin programmée de la CREI? Ben oui. Je pense que, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge a prononcé la relaxe de Aïda Ndiong. Je pense que le procureur s'est pourvu en cassation. Et tout de suite, c'est allé dans tous les sens en disant oui, c'est la fin de la traque. C'était un bon prétexte? En tout cas, ce qu'il y a, c'est que la justice, elle fonctionne, elle a ses normes, son fonctionnement. Un juge a prononcé un verdict. Le procureur a fait ce qu'il avait à faire. Et tout de suite, on entend dire que voilà, il y a des deals, que c'est la fin des... Le président de la République, il a dit ce qu'il avait à dire. La CREI est là. La traque des biens mal acquis, ça continue. La lutte contre la corruption au Sénégal, ça continue. Je pense que c'est un message clair. Eh bien, ceux qui pensaient que voilà, c'est retour à la case départ, ben, ils peuvent déchanter et savoir qu'au Sénégal, eh bien, c'est... la lutte contre la corruption, ça reste l'une des priorités du gouvernement du Sénégal. Ok, ceux qui croyaient que la CREI allait disparaître peuvent très vite déchanter. Oui, mais vous me permettrez sur 2 ou 3 points. D'abord, la question de la communication. Je crois que M. Baldé, en reprenant ma première intervention, avait lui-même reconnu qu'il y a peut-être un problème de communication. S'il revient dire qu'il n'y a pas de problème de communication, bon, c'est dans la logique peut-être du débat. La seconde chose, c'est que les tournées économiques, je n'y crois pas. Tout le monde sait que c'est des tournées extrêmement politiques parce que le président Macky Sall est obnubilé par une réélection. Et tous les actes qui sont posés s'inscrivent dans ce cadre-là. Je crois qu'il y a d'abord eu les conseils des ministres décentralisés où presque 3 000 milliards avaient été promis aux régions. Et 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, quand les gens ont fait le tour, partout où vous allez, on vous dit qu'on n'a pas vu la couleur de ce qui a été promis. Il repart à Ziguinchor pour inaugurer quoi? Des bateaux qui ont été commandés sous l'ère Wade. Et une centrale qui a été construite sous l'ère Wade, etc. Bon, je pense que quand même, nous ne sommes pas des naïfs. Et ces tournées-là, quand vous voyez les mobilisations avec un habillement géré par la PR, des cadres donnés par la PR, etc., c'est des tournées strictement. Et une tournée économique n'a pas besoin de tintamarre, de meetings politiques, etc., etc. C'est une tournée de travail pour parler de questions économiques, éminemment économiques. Mais nous savons tous que c'est des campagnes électorales déguisées et qui sont là en permanence. C'est des éléments. Il y avait un 3e élément qui ne me revient plus, mais pour ne pas trop durer sur ces questions-là. Oui. Maintenant, la traque. Oui, la CREI qui continue son combat. Vous savez, moi, j'ai un problème avec le président Macky Sall parce qu'il y a c'est un homme qui dit des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'il fait. Nous parlons de traque de biens mal acquis. Quelle crédibilité donner à... Et justement, j'allais conclure justement, le 3e élément, c'est qu'il ne faut pas confondre calme et énervement. Un homme, et souvent c'est le cas d'ailleurs, les hommes qui présentent un calme comme ça, apparence, cachent derrière une sensibilité à fleur de peau. Et j'ai dit, à chaque fois que le président Macky Sall est contredit, à chaque fois qu'il est pris en contradiction, sa réponse, c'est l'énervement. Vous voyez la réaction quand il a débarqué de je ne sais quelle tournée pour dire « j'ai décidé sur l'envoi des soldats, 1 point, c'est tout ». Mais ça, c'est pas... Le Sénégal, c'est une démocratie. Personne ne lui dénie le droit de décider, mais il ne peut pas empêcher, dans un pays démocratique, que le débat se tienne, que les gens donnent leur opinion. Mais personne n'ira faire blocus au niveau de l'aéroport pour dire que les soldats ne partiront pas.
Mais le débat démocratique, il ne peut pas l'éteindre. Parce qu'il l'a précédé, ce débat démocratique. C'est l'aboutissement de combats où des hommes ont perdu la vie, etc. Donc, cette propension à ce... Hier, j'ai vu qu'il parlait encore de la corruption. Et toujours, et ça, ce n'est pas une posture présidentielle, justement. Un président n'est pas toujours dans un débat antagonique avec ceux qui sont censés même être ses subalternes. Regardez la relation du président Macky Sall avec les fonctionnaires. Je ne sais pas si ça relève d'un complexe. Excusez-moi, passez-moi le terme parce qu'on me dira que c'est l'institution présidentielle. Mais à chaque fois qu'il parle, il est dans ce qu'on appelle en dans le daga santé. Oui, je n'accepterai pas les pressions, je reprendrai la traque des biens mal acquis. Chaque fois, c'est le même type de rapport. Or, aujourd'hui, de quoi il est question? Le président Macky Sall est venu au pouvoir et nous a annoncé une traque des biens mal acquis qui ne figurait pas dans son programme. Dans le Yonou Yokouté, dans les questions de gouvernance, il était question de réformer les grands corps de contrôle de l'État, de leur donner plus de moyens et de leur permettre de saisir directement le procureur de la République. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement. Et malheureusement même, aujourd'hui, on a encore cette situation où les corps de contrôle transmettent un rapport au président de la République qui a le choix de dire « je transmets » ou « je ne transmets pas ». Et quelle crédibilité donner à une traque des biens mal acquis lorsque des gens qui ont été épinglés, je ne dis pas sur la base de présomption, je ne dis pas sur la base d'une justice inquisitoire avec renversement de la preuve. Des gens qui ont été épinglés par des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, et qui ont transhumé aujourd'hui, sont sous le parapluie du président de la République, alors que d'autres sont poursuivis. Quelle crédibilité donner à cela? Quelle crédibilité donner à une traque des biens mal acquis lorsque celui qui déclenche les traques lui-même ne peut pas aujourd'hui justifier de l'origine de son patrimoine qui s'est constitué en l'espace de 6 ans. 2002, le président Macky Sall entre au gouvernement. 2008, il est éjecté de l'Assemblée nationale. En 2002, à ce que je sache, parce qu'en examinant la déclaration de patrimoine justement du président Macky Sall, la première maison qu'il a déclaré avoir achetée, il l'a achetée en 2002. Donc de 2002 à... Il était déjà donc membre du gouvernement. Jusqu'en 2002, il n'était pas propriétaire d'une maison. Comment une personne qui ne peut même pas justifier l'immensité de ce patrimoine en si peu de temps peut être crédible lorsqu'il déclenche lui-même une traque? Et comment est-ce qu'on peut accorder une crédibilité à cette traque-là lorsqu'au moment où je vous parle, il a parlé de communication sur l'affaire ArcelorMittal. Il ne s'agit pas de venir faire un simulacre de conférence de presse, donner quelques éléments et s'en aller. Mais lorsque ces éléments-là ne tiennent pas la route et qu'on vous démontre que ça ne tient pas la route, vous devez édifier l'opinion ou faire votre mea culpa et reconnaître publiquement que le gouvernement a fauté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir convoquer une presse triée au volet et dire voilà ce qui s'est passé sur l'affaire. C'est ça mon problème. Sur l'affaire Petrotim, moi j'ai publié un article que j'ai intitulé « Lettre ouverte à M. le directeur général des impôts et des domaines ». Et je lui ai dit, M. le directeur général des impôts et des domaines, réclamez à Aliou Sall l'impôt des Sénégalais. Parce que rien qu'en termes de perte de recettes fiscales, on a évalué à plus de 90 milliards sur une opération de montage qui concerne le frère du président de la République, qui n'est là que parce qu'il est le frère du président de la République, justement, parce qu'il n'a aucune compétence dans ce milieu-là. Quelle crédibilité donner à tout ça? Et pendant ce temps, le président y revient, il fait des déclarations. Sous le coup de la colère, j'insiste en disant que la méthode de gouvernance du président Macky Sall est basée sur l'énervement, sur l'invective, sur une tentative d'intimidation qui ne peut pas passer parce que les combats démocratiques qui ont été menés ici jusqu'à arriver ici, je ne crois pas que ce soit le président Macky Sall qui peut aujourd'hui arrêter cela. Et c'est ça, moi, mon problème quand je parle de communication, et c'est ça mon problème par rapport à la traque des biens mal acquis. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont... Moi, je ne peux pas défendre l'impunité. D'accord, M. Sonko. Je crois que comparaison n'est pas raison. Professeur, on parle beaucoup de crainte de poursuite pénale. Alors, pour justifier quelque peu, ou entre guillemets, la transhumance, on dit que, en tout cas, les gens qui ont eu à avoir maille à partir avec la justice transhument pour être, disons, absous. Oui, vous savez, moi je dis que en matière de communication, comme il l'a dit, moi je pense que le Premier ministre, quand il s'est exprimé sur les sujets dont on a parlé, je pense que l'opinion publique s'est calmée. Parce que l'opinion publique a compris de quoi il s'agissait. On peut toujours venir devant un plateau de télé, donner des chiffres et dire que c'est pas bon. Hein. Ça, c'est son droit.
Ce qui est important, c'est ce que pense l'opinion publique sénégalaise. Et je pense que l'opinion publique sénégalaise, elle a bien compris ce que le Premier ministre sénégalais a expliqué. Et je pense que l'opinion publique sénégalaise s'est calmée par rapport à ça. Il revient souvent sur le fait que le président Macky Sall, il s'énerve. Vous savez, le président Macky Sall, il a quand même, je pense, une carrière qui permet de montrer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été ministre plusieurs fois, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui a dirigé des campagnes électorales qui ont fait gagner et qui lui-même est allé au suffrage, chercher le suffrage des Sénégalais et qui a été élu de telle manière. Je pense que le président Macky Sall, en matière de comportement, n'a pas de leçon à recevoir. Je pense qu'il a prouvé aux yeux des Sénégalais et du monde entier que c'est un homme d'État. Cela, par contre, quand le président dit « j'ai décidé pour les Djambars et c'est tout », je pense qu'aussi à un certain moment, un président de la République, il doit dire ça. Je pense qu'on ne peut pas on n'est pas pour n'importe quel sujet de la République aller à Sandaga discuter. Le dernier mot lui revient. Voilà. Je pense que ce qu'il a dit, il n'était pas du tout énervé quand il a dit ça. Il a dit ce qu'il va faire. Et je pense que ce n'est pas parce qu'un président de la République a pris une décision ferme qu'on dit qu'il est énervé. Maintenant sur le phénomène de la transhumance. Le phénomène de la transhumance, je dirais aussi que moi le débat de la CREI... Il est politique. Hein. Voilà. Le débat de la CREI déjà, pour moi il est évacué. Hein. La CREI, elle existait avant le président Macky Sall. La CREI est en train de faire son travail. Le travail se poursuit. On peut toujours... on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, hein. Mais c'est une juridiction sénégalaise qui a été créée même bien avant Wade et qui est en train de faire son travail. Est-ce que c'est sélectif ou pas sélectif? Ça aussi, c'est l'opinion. L'opinion sénégalaise. Il dit que ce n'était pas dans le Yono-Yokité. Mais c'est l'opinion sénégalaise qui a presque exigé la traque des biens mal acquis. Maintenant, on peut toujours dire, voyez, le président, son patrimoine, etc. Actuellement, il est le président de la République. Quand il ne sera plus président, eh bien, vous aussi, c'est M. Sonko qui est président, on verra bien s'il pourra faire une CREI pour le juger ou je ne sais quoi faire. Et je pense que parmi les gens de sa génération, s'il y a quelqu'un qui est crédible par rapport à ce sujet-là, c'est vraiment le président Macky Sall. On n'a pas, en tout cas actuellement, à avoir peur de quoi que ce soit à ce sujet-là. Maintenant, la transhumance. On dit souvent maintenant, ouais, les gens transhument pour se cacher. Mais le président Macky Sall le dit tous les jours. Le fait de venir à la paire n'est pas un parapluie. Si on a des problèmes avec la justice, ben, la justice vous jugera. Et le verdict, c'est advient que pourra. Donc ça, il le dit et il ne peut pas faire plus que ça. Maintenant, on ne peut pas dire aussi aux gens, vous ne pouvez pas venir à la paire. La paire, c'est un parti politique qui a été créé par le président de la République, mais l'adhésion est libre. Quelqu'un, il peut adhérer à la paire. Lui, aujourd'hui, s'il veut, il peut adhérer à la paire. Et j'ai l'habitude de dire que la transhumance, c'est une question aussi de référentiel. J'avais dit, après 2012, que l'alternance, ça ne veut pas dire que l'élite change de parti. Ça veut dire que le peuple a décidé de changer momentanément son élite politique. Oui. Ça, moi, je l'avais dit en 2012. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2015? C'est pour cela que je dis que c'est une question de référentiel. On venait de sortir d'une élection et effectivement, le fait que d'anciens responsables puissent dire tout de suite « ouais, nous, on va aller à la paire », ça aurait pu peut-être être choquant pour l'opinion publique sénégalaise. Parce qu'on venait de sortir d'une élection et des gens étaient dans des camps bien déterminés, étaient visibles dans ces camps-là et étaient en train de concourir pour le suffrage des Sénégalais. Maintenant, on est en 2015. Ça veut dire qu'on est plus loin, probablement, de la dernière élection présidentielle que de la future élection présidentielle. Donc le référentiel change. Le nouvel horizon, ce n'est plus la dernière élection présidentielle, mais la nouvelle élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une nouvelle élection présidentielle et des hommes, des Sénégalais, vont en tout cas, munis d'un programme, aller, en tout cas, conquérir le suffrage des Sénégalais. Et parmi ceux-là, nous, à la paire, on a dit, et c'est le cas de la coalition Benno Bokk Yakaar, de mon point de vue, que le candidat naturel pour notre camp, c'est le président Macky Sall. Alors, je dis qu'il y a deux possibilités. Le président Macky Sall, il n'est pas dans l'opposition, il est en train de gouverner. Et pour développer le Sénégal, il a une vision
qui est matérialisé dans ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Et pour cela, il continue d'accueillir des responsables de l'ancien régime. Je dis, le plan Sénégal émergent, c'est quelque chose de connu. Voilà, tout le monde sait de quoi il s'agit. On peut l'apprécier et le juger. Lorsqu'on est un responsable politique dans un parti donné ou qu'on a son propre parti, on peut se dire, moi je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Si on n'est pas candidat, ça veut dire que si on veut participer à l'élection, il faudra choisir son candidat. Si on croit au plan Sénégal émergent, je pense que naturellement, on doit rejoindre le président de la République pour le soutenir pour la future élection présidentielle. Je ne pense pas que cela soit considéré comme de la transhumance basique. On est dans une recomposition politique, on va vers une nouvelle élection présidentielle et les gens sont en train de se positionner par rapport à cette nouvelle élection présidentielle. Et on verra bien si M. Sonko, par exemple, il sera candidat, ou s'il sait déjà s'il sera candidat ou pas, puisqu'il est responsable de parti, ou s'il a déjà choisi son camp. Le PDS a en tout cas choisi un candidat. Et donc, le référentiel aujourd'hui, ce n'est pas la dernière élection présidentielle, mais la future élection présidentielle. D'accord, M. Baldé. Alors, les migrations alimentaires et opportunistes, comme disent certains, pour vous, M. Sonko, comment avez-vous vécu ce que certains appellent donc un détour d'une longue et laborieuse parodie des justifications de la transhumance? Oui, mais vous voyez toute la peine que M. Baldé a justifié ce phénomène qui n'est même pas digne d'un être humain, parce que la transhumance, tous les dictionnaires que j'ai consultés l'adaptent au monde animal. C'est pour les bovidés, les ovidés, etc. Le fait de quitter un endroit pour aller à un endroit où le pâturage existe, ou bien pour les abeilles, le fait de bouger pour la floraison, ce n'est même pas digne d'un être humain, parce que c'est extrêmement ou exclusivement alimentaire, matériel. C'est simplement ça. Je rassure M. Baldé, je ne serai jamais de la PR. Je ne ferai, en tout cas, notre parti ne fera jamais de coalition même avec la PR. Même si le président de la République fait appel à vous. Non, ça, ce n'est pas le problème. Je ne vais pas trahir des secrets ici, s'il l'a déjà fait ou pas. Mais ce qui est constant, c'est que je ne serai jamais de la PR, ni de près ni de loin. Et d'aucune d'ailleurs de ces grandes formations, parce que c'est un rejet justement de ces formations et de leur manière de faire de la politique que nous sommes lancés en politique. Nous sommes dans le même système en réalité. Et ça, vous savez, les moutons ne font pas des chèvres. C'est tout à fait normal que certaines pratiques reviennent. Venant du président Macky Sall, ça ne me surprend pas. Parce que avant que le président Macky Sall soit président, sa déclaration sur la transhumance, c'était quoi? C'était de dire, il y a deux choses. J'ai suivi ce matin, j'ai ressorti ce matin la vidéo sur Internet. C'était de dire deux choses. D'abord, c'est déjà vilain que des gens viennent entre les deux tours, juste avant la victoire, comme il disait. Les militants de la 25e heure, c'est son terme. Mais il dit que c'est déjà vilain, mais ça passe encore. Mais ce qui est totalement vilain, c'est ceux qui viennent après la victoire. Mais il ne l'a jamais écarté. Il a dit, mais quand ils viendront, ils feront la queue. Ce qui fait que c'est une culture, c'est cette classe politique-là, la transhumance. C'est une culture. Et c'est pourquoi le problème, le mal, il est profond. Il est systémique. Et on ne va pas l'enlever d'ici. C'est beaucoup plus profond lorsque, justement, et c'est pourquoi, pour revenir un peu sur le débat de la CREI, vous avez vu que M. Baldé a peiné à justifier. La CREI est une juridiction qui existait, mais qui était dormante. Ce n'était pas dans le programme du président Macky Sall. Des alliés l'ont poussé à réactiver cette CREI-là. Probablement contre lui-même. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Cette CREI-là, d'abord, dans sa méthode pose problème. Tout le monde en a débattu. Et ensuite, qui arrête la liste des gens qui doivent répondre devant la CREI? Pourquoi on n'a que des gens d'une seule coloration politique? Il est légitime qu'on se pose cette question-là. Et à partir de ce moment, personne ne peut nous faire croire que cette CREI n'est pas une juridiction politicienne. Loin de moi l'idée de défendre l'impunité. C'est inadmissible que des gens pillent les ressources du pays.
Mais tous ceux qui ont trempé dans les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade ont bénéficié de cela. Et le président Macky Sall lui-même a justifié l'origine de certains éléments de son patrimoine par des dons qui lui auraient été faits gracieusement par le président Abdoulaye Wade. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui peut justifier dans un système que on dit qu'on traque l'enrichissement illicite, que ne peut pas justifier un revenu, parce que aucun parcours public ne peut justifier un patrimoine aussi important. C'est pas, on sait ce que gagne un ministre ici. Ça varie entre 2 500 000 et 3 millions. On sait ce que gagne un directeur général. Rien ne peut justifier en un temps aussi court, 6 ans, la construction de patrimoine aussi important. Et à partir de ce moment, au-delà des méthodes de la grille, il y a la question de la subjectivité, de la traque elle-même, qui est politicienne pour écarter des adversaires politiques, ce qui est inadmissible. Sur la question de la communication des scandales, vous savez, M. Baldé, je crois que vous méconnaissez bien le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi, pour ceux qui dirigent souvent, le réveil, il est brutal. Quand le peuple garde son calme, ce n'est pas parce qu'il est convaincu par des explications qui lui auraient été données. Ce n'est pas cela. Le peuple ne sortira pas pour marcher sur le palais parce qu'on dit qu'il y a eu un scandale. Voyez les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade. Depuis l'affaire de la réfection du président de l'avion du président, Abdelatif Coulibaly, qui aujourd'hui, sur son petit gâteau, avait même sorti un bouquin sur ça. 17 milliards, premier scandale. Il y a eu combien de scandales durant le règne d'Abdoulaye Wade? Personne ne peut les énumérer. Le peuple, pourtant, est resté calme, jusqu'à ce qu'il ait essayé de nous imposer son fils. Ça ne veut pas dire que ça plaisait au peuple. Sur l'affaire ArcelorMittal, je dis, la première question, au nom de quoi le gouvernement du président Macky Sall va absoudre une entreprise à qui on avait donné un contrat léonien avec un cumul des avantages du Code des investissements et du Code minier, et qui n'a pas respecté ses engagements, qui est condamné par un tribunal international à payer le montant prévu des investissements au Sénégal. Au nom de quoi est-ce qu'il ramène à ce montant? C'est le premier questionnement auquel on n'a pas donné de réponse. Et on ne donnera pas de réponse. Parce que ce qui se cache en dessous n'est pas révélable. Bref, je ne vais pas entrer trop dans ces détails. Mais ce que je veux dire, la transhumance, pour revenir à celle-là, c'est indigne d'un être humain. L'homme doit avoir de la dignité. Vous ne pouvez pas, pendant 50 ans, vous agripper à tous les régimes qui arrivent. Qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, tout ce qui vient, vous y allez. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur sommeil le plus profond, ne peuvent pas admettre, imaginer une fraction de seconde être éloignés du gâteau étatique. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent servir l'État. Ils se sont toujours servis de l'État. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé sérieusement de leur vie et qui ne comptent que sur les prébendes de l'État. Qui ne peuvent pas imaginer ne pas être ministre, ne pas être PCA, ne pas être, etc. Ministre, je ne sais pas, itinérant, chargé de rien, mais qui sont grassement payés sur l'argent du contribuable sénégalais. Et c'est ça qui est haïssable, c'est ça qui est détestable, c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un s'engage pour des idéaux, vous, si vous êtes dans l'APR, vous y êtes peut-être par conviction. Demain, si l'APR perd le pouvoir, vous n'allez pas me dire que vous allez vous agripper à Sonko qui arrive au pouvoir. Donc, il faut que quand même, on moralise tout ça. Et c'était le terme utilisé d'ailleurs par le président de la République. Il disait qu'il fallait moraliser tout ça. S'il revient aujourd'hui pour des impératifs électoralistes, et vous l'avez bien dit, l'objectif ce n'est plus l'élection passée, c'est l'élection à venir. D'où les tournées politiques déguisées en campagne économique. Si l'objectif aujourd'hui c'est impérativement comment se faire réélire, jusqu'à prendre les rats. Lui-même il disait quand ça commence à tanguer, les rats quittent le navire. Je reprends les termes du président Macky Sall. Si aujourd'hui il vient nous parler de cela, je dis que c'est grave pour l'élite politique de ce pays. Je dis même la classe politique, parce que le terme élite est surdimensionné par rapport à cette classe politique-là et son comportement. Et c'est ça aujourd'hui, M. Baldé, que vous ne pouvez pas justifier, que vous ne devez pas justifier, vous, en tant que jeune, en tant que cadre et en tant que responsable politique. Vous ne devez pas justifier cela. Ça permet quelque peu à certains de pouvoir prendre leurs responsabilités et puis assumer publiquement des convictions, disons, cachées. Monsieur Baldé, vous avez peut-être... oui, non, mais je dois faire une remarque d'abord. M. Sonko, par exemple, dit que je peine à justifier. Ce n'est pas à lui de juger s'ils expliquent bien ou pas. C'est les téléspectateurs. Nous, on débat et donc, ce n'est pas à nous de nous juger.
il dit aussi... On a déjà 2 téléspectateurs ici. Oui, non, mais justement, on peut faire un sondage. On peut faire un sondage. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas croire que tu es plus convaincant. Je ne pense pas. Et vous dites aussi, ouais, la transhumance, c'est indigne d'un être humain. Mais évidemment, mais je connais aucun être humain qui transhume. Ça, c'est quand même un mot qu'on utilise dans une circonstance pour qualifier un terme. Je veux dire, le mot transhumant, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour qualifier des gens qui changent de parti politique ou en tout cas qui rejoignent. Mais c'est un... Mais M. Baldé, c'est simplement pour... Non, attendez. Vous savez pourquoi? C'est simplement, je vais vous dire pourquoi ça. C'est simplement parce que les Sénégalais savent que les gens ne partent pas parce qu'ils sont convaincus par le PSE, qui n'a rien de différent presque avec la stratégie de croissance accélérée qu'il suivait avec Abdoulaye Wade. Les gens partent pour avoir des prébendes. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est pourquoi c'est moi qui ai la parole, je pense. Donc je pense que on ne peut pas utiliser... Mais ça encourage quand même certains qui hésitent à quitter le navire. Non, mais tout ça, vous savez, ces terminologies, navire, qui quitte, etc., c'est de la terminologie. C'est le président Macky Sall qui l'a utilisé. Justement, c'est de la terminologie politique. Voilà. D'accord. Le mot transhumance, c'est de la terminologie politico-politicienne sénégalaise. Bon, disons, à quitter les territoires asséchés de l'opposition. Non, ça dépend. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il dit que j'ai peine à expliquer, donc lui, je veux bien lui réexpliquer. Je dis, quelqu'un, en 2012, il a perdu l'élection. Il reste 3 ans sans venir rejoindre le parti au pouvoir. On est peut-être à 2 ans d'une nouvelle élection. Celui-là, il vient maintenant, il dit, je crois au projet du président Macky Sall. Donc je le soutiens pour un 2e mandat. Moi, je ne pense pas qu'il soit venu pour de l'argent. Parce qu'il est resté 3 ans hors du système. Et dans 2 ans, s'il ne croit pas à ça, s'il croit à M. Sonko, peut-être qu'il va soutenir M. Sonko. La transhumance a commencé depuis 2 ans. Non, justement, moi, je dis, ça s'accélère peut-être. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis qu'en 2012, j'avais fustigé que des gens, après l'élection, puissent tout de suite se positionner pour dire qu'ils vont... Personnellement, je l'ai fustigé. Mais je dis qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe, on est dans une phase de recomposition politique pour aller vers une nouvelle élection présidentielle. Et des gens, le PDS est en lambeau, et je peux comprendre que des responsables du PDS puissent dire aujourd'hui, évidemment, moi, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, je crois au PSE, je pense que le président Macky Sall est sur la bonne voie pour développer le Sénégal, donc je vais le soutenir pour l'élection présidentielle. Je ne pense pas que cela soit qualifié de puisse être qualifié. Comment avez-vous vécu la comparaison du président de la République qui a établi donc une comparaison notamment sur la transhumance des politiques et le mouvement professionnel des journalistes? Vous savez, ce qu'il a dit, vous savez, le président, ce qu'il a voulu dire, c'est que tout le monde, en tout cas, change régulièrement de poste. Moi, je pense que ça, c'est une boutade. La politique, c'est pas un poste. C'est une boutade qu'il a donnée comme ça. Ce qu'il a voulu dire, c'est que moi, je dis, si on poursuit ce débat, sur ce qu'on peut appeler transhumance actuellement, on peut remettre en cause même les coalitions. On doit remettre en cause les coalitions. Parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle, nous n'avions pas les mêmes coalitions, nous n'avions pas les mêmes programmes. Pourtant, on s'est entendu au 2e tour sur l'essentiel pour aller ensemble au 2e tour et gouverner le Sénégal. Donc, ce qu'il faut dire actuellement, moi je répète, l'enjeu, c'est que on va vers une nouvelle élection présidentielle. Il y a quelqu'un dont on est sûr qu'il est déjà candidat, c'est le président Macky Sall. Il y a quelqu'un dont on connaît la vision et le programme, c'est le président Macky Sall. On peut se décider, est-ce qu'on croit à ça ou bien on ne croit pas à ça. Et quand on croit à ça et qu'on n'a pas de candidat, on n'est pas candidat pour l'élection présidentielle, je dis que rejoindre le PSE, ce n'est pas de la transhumance. Parce que les transhumants, ce qu'on peut qualifier de transhumant, si c'est un terme qu'on peut utiliser, c'est quelqu'un qui, à mon avis, dès la défaite, a voulu changer de camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que ça a commencé. Bien sûr que ça a commencé. Il y a des gens qui ont changé de camp dès qu'ils ont perdu l'élection. Mais je ne me rappelle pas, en tout cas, contrairement à ce qui se passait avant, qu'ils aient pu bénéficier de quoi que ce soit. Il y en a même qui sont retournés dans leur formation d'origine. Donc le président Macky Sall, il est cohérent dans ce qu'il dit. Il dit que l'APR, c'est un parti ouvert à tous les Sénégalais. On peut y adhérer, mais le fait d'y adhérer, ça ne donne pas un droit plus qu'à un autre.
on ne peut pas obtenir un poste qu'on n'a pas mérité parce qu'on est venu à l'APR. Et lui-même, il a théorisé, il l'a toujours dit. D'accord, professeur Baldé. Malheureusement, on nous signale que le temps qui nous était imparti est complètement épuisé. Très vite, votre mot de la fin. Bon, je vous remercie encore. Je remercie mon co-débatteur pour, en tout cas, son engagement. J'espère que nous pourrons continuer le débat ailleurs et éventuellement dans ActuPro une prochaine fois. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal, actuellement, quand il disait que peut-être je ne connais pas les Sénégalais, je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît les Sénégalais, c'est bien moi. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un comme ça parce que pour dire est-ce que vous connaissez les Sénégalais. Moi, en tout cas, je suis dans mon département. L'argent qui a été promis lors des conseils des ministres, nous le voyons dans la RN6. Nous l'avons vu au niveau du pont de Kolda. Je pense que le Sénégal, actuellement, est sur la bonne voie. Et Dieu merci, au moment où dans tous les pays du monde, dans beaucoup de pays africains, les gens sont en train de se bagarrer parce que leur président veut changer la constitution pour augmenter le nombre de mandats. Au Sénégal, on se bat peut-être pour diminuer les années du mandat. Merci infiniment, professeur Baldé. Monsieur Sonko? Oui, bon, M. Baldé est mon goro. Je ne vais pas être là à le bousculer. Je crois que le débat a été très politique. Et j'ai tendance à dire que l'une des grandes supercheries que les gens ont réussi avec nos pauvres pays, c'est de nous avoir fait croire à un débat très politique, alors que les enjeux sont ailleurs. Il a beaucoup fait allusion au PSE. On aurait pu faire un débat sur ça. Absolument. Sur le modèle économique du Sénégal, le PSE ne développera jamais le Sénégal, ne le fera pas émerger, mais le débat ne le permet pas. Mais fondamentalement, c'est une émission politique. On a débattu de politique. Mais ce que j'aimerais dire simplement aux Sénégalais, c'est que c'est un appel aux Sénégalais, c'est que nous nous sommes fondamentalement convaincus qu'on a un problème de système, on n'a pas un problème d'homme. Et on aura beau faire des alternances, on en a déjà fait 2, on aura remplacé un élément du système par un autre élément du système. Il ne faut pas s'étonner après que des relents de se fassent sentir déjà. Il ne faudrait pas s'étonner également que la transhumance reprenne et beaucoup d'autres aspects sur lesquels on aurait pu discuter. Merci. Je vous remercie. Monsieur Sonko, je rappelle Ousmane Sonko et le président de PASTEF, les Patriotes. Il est également inspecteur principal des impôts et domaines. Encore grand merci d'être passé à ActuPro. Merci. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Mais c'est sur votre invitation. Voilà. Avec nous également, il y avait le professeur Moussa Baldé, coordonnateur du réseau des universitaires de l'APR, directeur général de la SODAGRI et président du conseil départemental de Kolda. Encore grand merci, professeur Baldé. C'est moi qui vous remercie et à la prochaine fois. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. C'en est donc tout pour ce 73e numéro d'ActuPro, votre émission hautement politique sur Mourchid TV. Portez-vous bien et excellente suite des programmes sur Radio-Télévision Mourchid. Au revoir.